Donc Didier Massé, je suis pêcheur professionnel depuis 1987. J'ai commencé à travailler sur la Loire et sur l'Erdre. Et puis ensuite, en 94, je suis arrivé pour prendre la succession d'un de mes cousins qui travaillait sur la Vilaine. Et j'ai donc travaillé sur la Vilaine depuis 94. Je travaille sur la Vilaine depuis 94. En 2017, je suis devenu président du comité national des pêcheurs en eau douce. Donc je suis le président national qui représente tous les pêcheurs en eau douce. 382 entreprises de pêche professionnelle disséminées un petit peu partout sur le territoire français. Les problématiques qu'on rencontre sur pratiquement tous les bassins, ce sont des problématiques de pollution, ce sont des problématiques de quantité, de qualité d'eau, des problématiques d'espèces envahissantes, que ce soit des espèces végétales ou des espèces animales. Et donc on rencontre pratiquement sur tous les bassins les mêmes problèmes. Alors effectivement, on s'aperçoit que l'eau manque maintenant pratiquement tous les ans. Et en particulier sur la Loire, ben, on s'aperçoit que les poissons migrateurs, donc qui sont dépendants d'une qualité d'eau et d'une quantité d'eau importante, ben, ces poissons-là ont des difficultés soit à se reproduire, soit à simplement vivre. Si on prend l'exemple du saumon de Loire, le saumon de Loire, s'il ne se présente pas en plein hiver, donc au mois d'octobre, novembre, au début de l'hiver, sur la Loire, il n'a aucune chance de remonter la Loire si les niveaux sont bas, parce qu'il sera soit victime de la chaleur et de la température de l'eau, soit victime de la prédation. Alors effectivement, on constate depuis plusieurs années des baisses de la ressource halieutique, en particulier sur les poissons migrateurs. Et un des facteurs qui était mis en avant par les gestionnaires de ces poissons-là, que sont les DRIAL, les DDT, l'OFB, c'était la pêche professionnelle. Donc évidemment, en tant que représentant, c'est un peu compliqué d'entendre des gestionnaires nous dire que nous sommes les seuls responsables de la disparition de ces poissons-là. C'est pas le cas? D'autant plus que si on prend comme exemple un poisson comme la lamproie est en train de disparaître sur l'arc atlantique européen, et de l'autre côté de l'Atlantique, sur les grands lacs américains, la même lamproie, la même espèce, c'est une autre métapopulation, mais c'est la même espèce, est considérée comme envahissante et nuisible. Et là-bas, malgré des moyens financiers, techniques et humains, ils n'arrivent pas à voir disparaître cette espèce-là. Et pourtant, ils mettent des moyens énormes en termes de financement, puisque c'est 8,5 millions de dollars sur 5 ans, je crois. Et ils n'arrivent pas à faire disparaître cette espèce-là, qui a un impact considérable sur toutes les populations de poissons endémiques des grands lacs américains. Je ne sais pas si le réchauffement climatique est en lien avec l'apparition des espèces envahissantes. Ça favorise certainement certaines espèces, en particulier des espèces, comment on pourrait les appeler, plutôt tropicales, comme la corbicule. Ce petit coquillage-là est en phase d'expansion à l'heure actuelle sur la plupart des fleuves français. Et effectivement, il a un impact bien plus important quand l'eau se réchauffe. Mais malgré tout, et sur certaines rivières, et en particulier sur la Vilaine, lorsque l'eau de la Vilaine se réchauffe, il peut y avoir des épisodes au niveau du fond de la Vilaine, il peut y avoir des épisodes où il n'y a pas d'oxygène du tout au niveau du fond. Et donc, ils sont victimes de ce manque d'oxygène. Donc, quelque part, le réchauffement climatique peut avoir
des incidences positives ou négatives. Et là, en l'occurrence, sur la Vilaine, et uniquement sur la Vilaine, ça peut être des impacts positifs. Le silure a été introduit dans la plupart des grands fleuves français depuis les années 60-70, apparemment, de ce que j'ai pu lire. Et il a été oui, repeuplé, non, on ne peut pas dire, introduit dans les fleuves pour que les pêcheurs de loisirs puissent s'amuser sans être avec des gros poissons, puisque le silure peut faire jusqu'à 100 kilos, largement, et sans être obligé d'aller courir à l'île Maurice ou sous les tropiques. Donc, soit c'est une un aspect de la gestion fait par la pêche de loisirs qui, eux, ont comme objectif de vendre le plus de cartes de pêche possible, tout en dévalorisant les populations piscicoles. On voit bien, en particulier sur la Loire, parce que le système de la Vilaine est complètement différent à cause du barrage d'Arzal, où le maintien du niveau d'eau est complètement artificialisé. Sur la Loire, qui est encore un fleuve dit sauvage, où le niveau d'eau est malgré tout artificialisé un petit peu en période d'étiage, le problème c'est qu'effectivement lorsque l'étiage est atteint et bas et très bas et que les barrages qui sont normalement censés servir au maintien d'un certain débit sont vides, bah, là il n'y a plus. Il y a plus. Et là, les barrages, à l'heure actuelle, sur la Loire, ils sont déjà à un niveau bas. Malgré les orages qui tombent à l'heure actuelle sur le haut de la Loire, ils sont encore à un niveau bas. Donc oui, il y a évidemment un impact sur des fleuves sauvages. Sur un fleuve artificialisé, c'est un peu différent. Ouais, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, on observe une augmentation de la température moyenne des fleuves, un débit moyen qui va en diminuant, et évidemment des phénomènes d'eutrophisation de fleuves, en particulier sur la Loire, qui vont arriver, puisque où il y avait auparavant très peu de clarté de l'eau, maintenant, à cause des corbicules, parce que là-bas, il n'y a pas de phénomène de manque d'oxygène en Loire, puisque il y a toujours du courant, donc il y a toujours de l'oxygène, donc les corbicules continuent de vivre sans problème, et du coup, ils continuent leur prélèvement sur le phytoplancton, puisque cette espèce-là filtre 7 fois plus qu'une moule ou une huître. Donc évidemment, l'impact sur tout ce qui est phytoplancton est beaucoup plus important. Et du coup, dans la mesure où il y a moins de phytoplancton, l'eau est beaucoup plus claire. Et donc, les rayons du soleil peuvent pénétrer dans la couche d'eau beaucoup plus profondément. Et on voit des espèces végétales qu'on n'avait pas auparavant se développer au niveau du fond. Donc tout ce qui était auparavant des bancs de sable risque de se retrouver un jour ou l'autre à devenir des bancs de vase. Pour le pêcheur va s'adapter. Et je pense que l'homme, en général, a un pouvoir d'adaptation qui est important. Pour les poissons, certains poissons vont s'adapter. Le silure va s'adapter. Mais des poissons endémiques comme la lamproie, comme la lauce, comme ces poissons migrateurs, eux risquent de disparaître à très courte échelle, puisque moi, j'ai pas de visibilité à 5 ou 10 ans, quoi. Je vois pas comment, si on met pas les moyens, si on fait pas une régulation importante du silure, si on fait pas des translocations, ce qu'on appelle de la translocation, c'est-à-dire que on prend des poissons géniteurs dans les estuaires et on les remet sur des zones historiques de frayère où il n'y a pas de silure. Et on leur permet de franchir tout le trajet
ben, malheureusement de façon complètement artificielle dans des camions pour les emmener directement sur les zones de frayère. On a effectivement quelques problèmes avec les pêcheurs amateurs en fonction des bassins. Il y a des bassins où effectivement il peut y avoir des problèmes d'incompréhension parce que les gens s'imaginent que le fait de mettre des filets dans l'eau suffit pour vider une rivière. Loin de là, le filet peut être sélectif et en fonction du type de filet et du maillage du filet, on va être sélectif et pêcher telle ou telle espèce. J'en veux pour preuve que sur la Vilaine, on utilise des filets pour réguler le silure. Je ne vais pas dire détruire parce qu'on ne peut pas détruire une espèce aquatique. Donc réguler le silure, et en régulant le silure, on voit les biomasses de cendres se refaire telles qu'elles étaient auparavant. Donc effectivement, on a un impact, je ne vais pas le nier, on a un impact, mais il me semble, au travers de nos données de pêche, il me semble qu'on est sur une voie de diversification et de biodiversité qui sera beaucoup plus importante que si on avait laissé le silure prendre place et faire ce qu'il fait partout ailleurs, c'est-à-dire manger les poissons. Il ne mange pas tous les poissons, on sait très bien qu'il ne va pas tout manger et que ça va s'équilibrer un jour ou l'autre. Mais si on prend le cas de la Loire, sur la Loire, et en particulier sur la lamproie, puisqu'on a fait des études là-dessus, on s'aperçoit que le taux de prédation du silure est sur l'axe Vienne-Creuse, qui est un axe important pour les poissons migrateurs du bassin de la Loire. Là, on est à 80%, un peu plus de 80% de taux de prédation. Et sur l'axe Allier-Loire, on est à 100% de prédation. Donc évidemment, ça nous a interpellés. Donc dès cette année, avec les résultats de cette étude-là, on a décidé, nous, pêcheurs professionnels, de capturer des lamproies et de les faire remonter sur l'Allier pour qu'elles puissent se reproduire sans être victimes de prédation du silure. Bizarrement, je travaille en parfaite collaboration avec les pêcheurs amateurs sur la Loire. J'ai aucun souci avec les pêcheurs amateurs sur la Loire. Sur la Vilaine, il y a des soucis parce qu'il y a une incompréhension. Sur la Loire, on n'a pas d'incompréhension, on travaille tous dans le même sens, à savoir avoir une biodiversité de poissons qui soit importante. Et là, sur la Vilaine, j'ai du mal à comprendre qu'on ne puisse pas m'entendre parler le même langage que j'ai sur la Loire. J'ai du mal à comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Là, si on prend le cas de la Bretagne, effectivement, à cause du réseau hydrographique breton, on est sur des cas particuliers, parce que la Bretagne est quand même une région agricole particulière, avec une intensification des cultures, une intensification de l'élevage. Euh, Là, moi, je ne suis pas vraiment en capacité de répondre entre est-ce que on doit continuer de nourrir la population humaine avec des animaux, ou est-ce que on diminue un petit peu cette quantité animale et puis on va se diriger sur une alimentation différente. Là, moi, je ne suis pas vraiment bien placé pour dire quoi que ce soit. Je suis un producteur, mais évidemment plutôt cueilleur que producteur intensif. Donc effectivement, tout ce qui est intensif a une incidence sur les milieux, quel que soit le milieu, on le voit. Je, Moi, j'ai des idées, je pense qu'il y a moyen de lier les deux, mais à condition de rester dans le raisonnable. S'il n'y a plus d'eau dans la rivière, il n'y a plus d'alimentation en eau non plus. Ça veut dire qu'au robinet, on n'a plus d'eau, donc l'alimentation en eau potable n'est plus assurée, et derrière, évidemment, il faudra bien qu'à un moment donné, on s'aperçoive que l'eau, c'est un bien collectif qui doit rester collectif et qui ne doit pas être mis à la disposition de certains industriels, qu'ils soient agriculteurs ou autres.
on a effectivement des discussions avec des politiques au sein des comités nationaux de bassin, au sein des comités de bassin Loire-Bretagne, où on demande à ce que tout ce qui est irrigation, pompage, soit limité pendant les périodes hivernales et pas pendant les périodes estivales. Alors évidemment, on comprend bien que les végétaux ont besoin de plus d'eau l'été, en particulier certaines espèces de plantes, je pense en particulier au maïs, qui est une espèce qui demande à avoir beaucoup d'eau et la tête au soleil, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Ben, oui, ok, sauf que à l'heure actuelle, ben, est-ce que le choix de faire du maïs, c'est le bon choix? Moi, j'ai pas de réponse à ça. Je sais pas, je suis pas agriculteur. Par contre, effectivement, il y a d'autres agriculteurs entre guillemets qui ont besoin d'eau et qui ne produisent pas de maïs, mais qui produisent des cultures maraîchères et lesquels sont contraints avec des forfaits pour arroser qui peuvent être pas suffisants par rapport à d'autres qui vont utiliser l'eau peut-être à mauvais escient, parce que quand je monte sur Paris et que je vois des maïs arrosés en pleine journée par 35 degrés, je me dis qu'il y a peut-être moyen quand même d'améliorer les choses en faisant un arrosage uniquement la nuit. Il y aurait moins, je pense qu'il y aurait moins d'évaporation. Il y aurait plus de débit en Vilaine sans doute. Est-ce que effectivement on doit utiliser les eaux usées? Il y a peut-être moyen de les réutiliser, mais qui retournent malgré tout dans les milieux aquatiques. Que tout ne soit pas perdu. Avec l'agence de l'eau régulièrement, oui, effectivement, puisque c'est un gestionnaire de l'eau et des bassins. Et puis c'est aussi un financeur important quand on veut faire des études. On a des conventions qu'on signe régulièrement avec l'agence de l'eau pour monter des études. Toute retenue, quelle qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, a une incidence sur la continuité écologique. Donc à partir du moment où on retient une masse d'eau, on retient les sédiments, et donc forcément on détériore la qualité de l'eau. Donc est-ce que c'est le but recherché? Je pose la question. Avoir des stocks suffisants, ça voudrait dire que les nappes phréatiques soient pleines. C'est-à-dire que pendant les périodes hivernales, au moment où l'eau est abondante, qu'elle puisse pénétrer dans les sols. Qu'est-ce qui fait que l'eau ne pénètre pas dans les sols? C'est soit trop d'eau qui tombe d'un seul coup sur un bassin versant, soit un bassin versant qui a été totalement modifié avec du bétonnage partout dans les villes, et donc un ruissellement rapide vers la rivière, ou alors des méthodes agricoles qui ont été modifiées, des bassins versants qui ont été modifiés, où il y avait des haies pour retenir l'eau, où il y avait des talus pour retenir l'eau. Aujourd'hui, l'eau, plus vite elle est partie, plus vite on peut rentrer dans le champ. Sauf que, après, cette eau-là qui est partie, elle est perdue pour tout le monde, soi-disant. Il ne faut pas oublier que la goutte d'eau qui va tomber à la source d'une rivière va se retrouver à la mer, à nourrir aussi tout un écosystème marin. S'il n'y a pas d'eau douce, il n'y a pas d'écosystème marin. Donc il faut aussi y penser, quoi. Le fait de ne pas avoir suffisamment d'eau douce à descendre en hiver ou au printemps, il n'y a pas de développement de phytoplancton. Et donc, tout ce qui est coquillages, crustacés, on voit à l'heure actuelle soit des faiblesses des animaux, et donc derrière des maladies, soit disparition des animaux parce qu'il n'y a plus à manger. Donc, c'est là où, s'il n'y a pas cet équilibre qui se fait,
malheureusement, bah, on va à la perte des animaux, mais aussi à notre perte aussi, hein. Si on est au pied du mur, à un moment donné, il faudra bien qu'on rétablisse l'équilibre. Alors effectivement, on peut faire de l'argent avec de l'eau, soit en la traitant, en la consommant, soit en la transformant en biomasse animale ou en biomasse végétale pour faire différentes choses. Quelque chose qui m'embête un peu, c'est cette course à l'heure actuelle à la méthanisation. On va arroser des plantes pour les mettre dans des méthaniseurs. Je me dis, il y a quelque chose quelque part qui va pas bien, quoi. Ok, il y a peut-être des plantes qu'on peut mettre dans le méthaniseur qui n'ont peut-être pas besoin d'eau. Donc peut-être que celle-là, bah, c'est peut-être le futur, c'est peut-être ça. Alors, je pense en particulier au miscanthus. Pourquoi on ne mettrait pas... Alors je ne sais pas si c'est possible, j'en sais rien, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, quoi? C'est pas une plante qui demande beaucoup d'eau, donc peut-être que c'est... ou du bambou, ou je ne sais pas, mais il faut réfléchir autrement que à très court terme. Il faut voir à plus long terme et en essayant d'économiser cette ressource qu'on va avoir besoin dans le futur, qui est l'eau. Et si on le donne qu'au fleuve, est-ce que c'est suffisant? J'entends par là, le fleuve, c'est d'abord un bassin versant, et si on ne donne pas la personnalité juridique au bassin versant, le fleuve va mourir. Donc, voilà. Et le bassin versant, c'est aussi des propriétés privées, c'est aussi des collectivités, donc, je ne sais pas. Effectivement, ça pourrait être un bien, parce que celui qui porte atteinte au fleuve pourrait être attaqué. Ça pourrait être un bien, à condition de retrouver celui qui porte atteinte. J'en veux pour exemple tous les gens qui ont pollué pendant des années les fleuves, à aucun moment ils ont été inquiétés. Et ils ne sont toujours pas inquiétés. Donc comment changer des orientations politiques du jour au lendemain? Bah, est-ce qu'il y a des gens parmi nos hommes politiques qui ont un raisonnement Courage. et un courage pour faire changer ces choses-là? Je ne crois pas en connaître. La communauté de communes de Nantes est alimentée par deux prises d'eau en Loire. Une prise d'eau qui se trouve pratiquement dans Nantes et une autre prise d'eau qui se trouve à 15 km en amont de Nantes. Le souci, c'est que par des étiages très bas, eh bien évidemment, l'onde de marée et donc l'eau salée remonte de plus en plus haut dans le fleuve. Et donc effectivement, la première prise d'eau avait été fermée pour éviter que la salinité rentre dans le circuit de traitement pour l'usine des eaux de Nantes. Et la deuxième, qui est très largement en amont, n'était ouverte que pendant les marées descendantes. Dès que la marée montait, ils fermaient les vannes pour éviter de prendre de la salinité. C'est un phénomène nouveau dû aux étiages très bas. Donc, au réchauffement Donc au climatique. réchauffement climatique et puis bah, au manque de débit forcément et au manque de pluviométrie. Réchauffement climatique ne veut pas forcément dire moins de pluviométrie, pas forcément. Mais voilà, on en est là malgré tout. On voit qu'il y a de moins en moins de pluie et de moins en moins de pluie en hiver en plus. Je me dis que je vais peut-être mettre des roues sur mon bateau pour pouvoir continuer de passer. Effectivement, on rencontre ce genre de problème-là sur la Loire, où il y a eu un bateau qui a été construit, qui se nomme le Loire Princesse sur la Loire, qui est un très joli bateau pour faire du tourisme et qui devait remonter des touristes jusqu'en amont de Angers, puisqu'il devait aller jusqu'à Saumur, avec des roues à aubes. Donc il est très bien fait, il est magnifique, sauf que avec des débits très faibles et des niveaux de la Loire très bas. Le bateau qui a été conçu il y a 20 ans, aujourd'hui, il passe plus à moins de mettre des roues de tracteur, quoi.
la première des responsabilités qu'on ait, c'est être des sentinelles de l'environnement. Parce que en étant constamment sur le milieu aquatique et d'avoir une bonne compréhension des milieux aquatiques, ça nous permet d'alerter les gestionnaires, d'alerter les autorités en fonction des actions qui sont entreprises. Donc ça peut être de la pollution, ça peut être des captages d'eau importants, ça peut être également des dégradations des milieux aquatiques dues à des espèces envahissantes, telles que la Jussie, telles que le myriophile du Brésil, enfin voilà. Et c'est donc aussi nous qui pouvons alerter. Et ça a été, on est reconnu comme sentinelle de l'environnement, puisque cette année, on a signé des conventions avec Veolia pour le syndicat, je ne me rappelle plus lequel. Enfin, toujours est-il que Veolia nous a demandé de faire partie de leur équipe, quasiment, pour les alerter dès qu'il y a la moindre pollution et de travailler en amont sur tout ce qui est prévention des pollutions sur la Loire. Donc effectivement, ça c'est notre premier rôle. Après, euh, notre rôle de pêcheur, de cueilleur, il est aussi d'indiquer que les populations piscicoles se portent plus ou moins bien. Parce que évidemment qu'un pêcheur professionnel, s'il a une population de poissons qui se portent pas très bien, il va pas les taper dessus. Parce que, un, c'est pas rentable, et deux, il sait que son avenir, bah, à plus ou moins court terme, bah, il sera pas bon. Donc, en se focalisant sur une seule espèce, bah, on sait très bien que à court terme, ça peut être bah, une erreur de gestion. Et donc, ce ne sera pas viable à long terme. Donc, à l'heure actuelle, la plupart des pêcheurs professionnels se diversifient au maximum sur des espèces abondantes et sur des espèces à valeur moindre que les espèces à haute valeur. Et donc, ils vont se diriger sur ça et essayer de valoriser ces espèces qui n'avaient pas de valeur auparavant. Et à cause ou grâce à la transformation, devenir des espèces valorisées avec un juste prix pour rémunérer le pêcheur. La brème, le silure, le mulet. C'est des espèces qui n'avaient pas de valeur auparavant et qui aujourd'hui prennent de plus en plus de valeur. Ils sont en abondance. Ils sont en abondance et donc on travaille sur la valorisation de ces espèces-là. Et c'est grâce à de la communication, grâce à un gros travail de transformation, de valorisation, qu'on arrive à convaincre des restaurateurs, des marailleurs et tout le circuit de vente du poisson. Dans les fleuves et dans les rivières, on ne peut pas dire que ça va si mal que ça. On s'aperçoit qu'effectivement, des populations telles que l'anguille est en diminution. Mais il faut mettre un bémol à la diminution, puisque effectivement, on a moins d'anguilles adultes, mais on a de plus en plus de civelles qui remontent. Cette année, on a eu un recrutement en civelles qu'on n'avait pas vu depuis 40 ans. D'où viennent ces civelles-là? Moi, dans mon poulailler, moi j'ai de poules, moi j'ai d'œufs. Il n'y a pas plus d'anguilles, et pourtant il y a de plus en plus de civelles. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est pas un problème de pêche, puisque voilà, il y a des quotas, c'est restreint. Aujourd'hui, les quotas sont atteints en 8 jours. Auparavant, il fallait pratiquement 3 mois pour atteindre les quotas. Donc si le temps de pêche est aussi réduit, c'est parce qu'il y a de plus en plus de poissons dans la rivière. Ou alors, c'est que le pêcheur est vraiment de plus en plus efficace. Or, les engins n'ont pas évolué, les vitesses pour les pêcher n'ont pas évolué, au contraire, ils ont tendance à diminuer pour améliorer la qualité, puisque sur la civelle en particulier, 60% du quota est destiné à faire du repeuplement. Alors, est-ce que c'est à cause ou grâce au repeuplement qui est fait qu'on voit de plus en plus
d'anguilles qui peuvent sortir des rivières et aller se reproduire, pour le moment, c'est des questions auxquelles j'ai pas de réponse. Je vais interroger les scientifiques demain, puisqu'on a une réunion demain. Je vais interroger les scientifiques à ce sujet-là. Très Qui mystérieux. résiste à toutes les. Il y a, après, les études pour démontrer des sentiments, pour démontrer des, des- des suspicions de ce qui peut se passer, ça coûte des milliers et des milliers d'euros, quoi. C'est toute la problématique aussi, quoi. Effectivement, sur la Vilaine, la gestion de l'eau, telle qu'elle est faite pour éviter les inondations des villes telles que Redon en particulier ou Rennes éventuellement, c'est une gestion, comment on pourrait dire, pas dramatique, elle est, Caricatural peut-être. oui, un peu caricaturale, parce que on va mettre en avant l'inondation, mais avant d'inonder, je pense qu'il y a moyen d'inonder les marais, de maintenir les marais en fonction des prévisions. On a quand même maintenant la possibilité d'avoir des prévisions à plus ou moins long terme et effectivement de pouvoir maintenir ou pas les marais en eau et donc de créer des zones de frayère pour le brochet. Le brochet est une des victimes de la mauvaise gestion de l'eau. Le fait d'avoir ce sentiment-là de ne pas pouvoir gérer une période de crue, une période d'inondation, euh, c'est le, c'est un sentiment que les autorités ont et c'est une peur euh, individuelle que ressentent les représentants de ces autorités-là. Donc oui, il faut aussi se mettre à la place de ces gens-là, mais évidemment, ils n'ont peut-être pas toutes les connaissances et peut-être aussi l'envie politique de voir la biodiversité se développer. Ils pensent aussi au siège sur lequel ils sont assis qui peut être éjectable à tout moment. Donc s'il y a une inondation importante, effectivement, c'est eux qui vont prendre. Donc oui, après, il faut se mettre à la place des gens, il faut se remettre dans le contexte. Mais si on souhaite se mettre à la place du brochet, bah oui, l'autorité là pourrait effectivement être éjectée parce qu'ils ne protègent pas le brochet. Les stocks de brochets sont en diminution depuis. Moi, j'ai jamais vu de brochet sur la Vilaine. Il n'y a pas de brochet ou quasiment pas de brochet sur la Vilaine parce qu'il n'y a pas de reproduction. Voilà, c'est parce que les marais sont inondés à un moment donné, mais exondés immédiatement après. Pour que les marais soient efficaces, il faudrait qu'ils puissent rester à minima un mois sous l'eau, quoi. Donc, bah, effectivement, s'il y a une autre pointe de crue, bah, le pouvoir tampon des marais n'est plus efficace si on maintient les marais en eau. Donc, c'est une gestion qui est très compliquée à faire en fonction des choix qu'on va déterminer. Est-ce qu'on veut que les maisons soient inondées ou est-ce qu'on veut que le brochet puisse... Bah, je pense que là, il n'y a pas photo, quoi. Il y a un entre-deux avec des risques qui peuvent être majeurs pour bah, les décideurs et des risques majeurs pour les populations en riveraines des cours d'eau. C'est nous le brochet, quoi. Bah, après, il y a des solutions. Il y a des solutions. Pourquoi la Vilaine, en particulier la Vilaine, sort de son lit rapidement? C'est parce que la modification du bassin versant est telle qu'une goutte d'eau qui tombe maintenant va mettre quelques heures à descendre à la rivière, alors qu'auparavant, grâce au circuit plus ou moins sinueux qui était le circuit de la goutte d'eau, mettait 8 jours à descendre à la rivière. Aujourd'hui, ben, en quelques heures, elle est descendue à la rivière, la goutte d'eau. Donc il faut repenser différemment le bassin versant. Le premier des barrages qui devrait être mis en œuvre, c'est l'arrêt de charrue, non pas dans le sens de la pente, mais perpendiculaire à la pente. C'est du bon sens, c'est du bon sens paysan qu'il faut retrouver. À l'heure actuelle, on n'y est plus.
le voit tous les jours. On le voit tous les jours. Quoi? Cette perte de bon sens, cette perte de connaissance. Et malheureusement, c'est pas à l'école qu'on l'apprend. C'est en dialoguant les uns avec les autres, en communiquant les uns avec les autres, et pas en se tapant dessus les uns les autres. Mais en pratiquant le milieu. Ceux qui ont la compétence sur le milieu, ceux qui sont sur le milieu, qui soient un petit peu plus écoutés aussi, parce qu'ils sont sur le milieu. À l'heure actuelle, les décideurs sont dans des bureaux, mais ne sont pas sur le terrain. Et le problème, il est là. Parce que les gens qui décident n'ont pas forcément toutes les connaissances ou toutes les compétences. C'est un constat. C'est simplement un constat. Je le constate pas tous les jours, mais presque. Donc oui, il faut revoir tout ça. C'est malheureusement, je ne pense pas que ce soit dans l'air du temps. Les décideurs sont toujours plus centralisés et de moins en moins sur le terrain. Par contre, quand on amène les décideurs sur le terrain, effectivement, il y a une prise de conscience et là, il y a des choses qui bougent. J'ai emmené le préfet de Loire-Atlantique l'an dernier sur le bateau. Effectivement, là, il y a eu des choses qui ont bougé. Là, il y a des choses qui ont bougé. Parce qu'il a vu comment ça se passait, il a compris comment on travaillait, il a compris que il y avait des problèmes et que pour résoudre les problèmes, il fallait du bon sens paysan. Il a pris conscience de l'impact du silure sur les poissons migrateurs. Il a pris conscience du rôle du pêcheur professionnel de par les moyens qu'il allait mettre pour réguler cette espèce-là avec des moyens sélectifs, qu'il pouvait avoir un impact sur les populations de silure, et que pour sauvegarder les poissons migrateurs, il fallait mettre en œuvre des actions pragmatiques et simples pour avoir des migrateurs dans le futur. La solution pragmatique, même si elle est artificielle, peut sauver les poissons migrateurs le temps d'une régulation. Parce que le silure, le temps de régulation du silure, ça va pas être sur une année, ça va pas être sur 2 ans, ça va être sur des dizaines d'années. Donc le problème, il est là, c'est que ça va coûter de l'argent. Comment on va faire pour trouver de l'argent maintenant? Le souci, ça va être ça. Ça va être de déterminer quelle est la valeur patrimoniale de chaque espèce de poisson migrateur et de déterminer, en fonction de cette valeur-là, ce qu'on souhaite faire et si on souhaite les sauvegarder ou pas. C'est que de la philosophie humaine. La nature n'a pas besoin de nous. Elle peut s'équilibrer toute seule, à condition qu'on lui laisse le temps. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le souhait d'avoir ce temps-là? C'est de la philosophie, c'est purement philosophique. Il n'y a que l'humain qui va penser à ça. La nature, elle va faire son devoir, elle va faire ce qu'elle va faire. Les espèces vont de toute façon... Alors, il y a des espèces qui vont diminuer, d'autres qui vont augmenter aux dépens des espèces qui peuvent diminuer. Mais il y aura, à un moment donné, un équilibre qui va se créer, à condition que l'homme n'intervienne pas. Alors, pour les poissons, en particulier pour les poissons migrateurs, tels que le saumon, tels que la lamproie, tels que la lauze, les zones historiques de reproduction et les zones optimum pour la reproduction de ces poissons-là ne peuvent plus être atteints par les poissons migrateurs. Parce que le poisson migrateur a un seuil de maturité de ses gamètes sexuels qui mûrissent en fonction de la température de l'eau. Donc plus la température de l'eau va être atteinte rapidement sur le bassin, moins ils peuvent accéder aux zones favorables à la reproduction. Donc forcément qu'il y aura aussi un impact du réchauffement climatique sur la reproduction des poissons migrateurs, parce qu'ils n'auront plus la possibilité d'atteindre le haut du bassin, qui était, en termes de granulométrie, en termes de température, en termes d'oxygène, qui était optimum pour ces espèces-là. Aujourd'hui, à cause du réchauffement climatique, elles ne peuvent plus aller jusque là-haut. On pense au saumon, on pense à la lamproie, on pense à la lauze, malheureusement. Donc, comment on va faire pour pallier tout ça? Il faut pas de barrage, il faut pas d'obstacle. Donc, voilà. Il y a des enjeux de conservation de l'eau pour les populations humaines et tous les enjeux que ça représente au niveau humain.
Et il y a les enjeux écologiques qui, eux, n'ont pas de valeur économique immédiate, mais patrimonialement parlant, quelle est la valeur d'un poisson migrateur? Et ça, à l'heure actuelle, personne n'est capable de le dire. C'est des indicateurs importants. Ces poissons-là sont des indicateurs de, de la valeur du milieu Du bon état de l'eau. et du bon état des milieux. Et les truites. Et truite aussi, c'est exactement le même phénomène. Sauf qu'on va être sur du poisson sédentaire, pour certaines formes de truite, pas pour toutes, même si effectivement la truite a une migration pour aller se reproduire, elle va monter sur les petits affluents des rivières dans lesquelles elles peuvent vivre pour aller se reproduire. Pourquoi? Parce qu'elles vont retrouver une granulométrie, une température, de l'oxygène qu'elles n'auront pas forcément sur les rivières qui sont un peu plus conséquentes. Donc là encore, avec le réchauffement climatique, ben, ces poissons-là ne pourront peut-être pas atteindre dans le futur, et certainement dans un futur très proche, atteindre ces zones favorables et optimum pour la reproduction de ces poissons-là. Les problèmes qu'on rencontre dans la pêche professionnelle, ce sont des problèmes de ressources, d'adaptation à la ressource, en fonction des pêcheurs, en fonction des orientations des entreprises de pêche. J'ai parlé de la brème, j'ai parlé du silure, j'ai parlé du mulet. Il y a des entreprises de pêche qui se sont orientées vers ces poissons-là, qui ont développé des marchés et donc qui, eux, vont rester dans le circuit de la pêche. Ceux qui sont restés sur une production monospécifique, ben, ceux-là vont avoir de plus en plus de difficultés dans le futur, surtout si ces espèces-là viennent à diminuer, sans parler de disparaître, hein, viennent à diminuer drastiquement, ou que par des mesures de gestion pour protéger ces espèces-là, la réglementation impose soit des quotas, soit des temps de pêche qui seront très limités et qui ne permettront plus aux pêcheurs de pouvoir vivre de cette ressource-là. Donc, soit il y aura une adaptation en fonction des milieux, parce qu'il y a des milieux où il n'y a pas d'adaptation possible, parce qu'il n'y a plus qu'une espèce qui prédomine. Donc ça, c'est le problème. Et il faut aussi avoir une gestion collective de ces populations-là, et à l'heure actuelle, il n'y a pas de gestion collective. Il y a un monopole de la gestion pour s'amuser avec les poissons. C'est la pêche associative et de loisirs qui gère les populations de poissons, mais c'est pas une gestion, elle n'est pas écologique, parce que on ne peut pas favoriser une espèce par rapport à une autre. On doit avoir une approche pas systémique, mais si, écosystémique, pour faire une bonne gestion piscicole. Or là, si on n'est que sur une espèce et mono-espèce, on ne peut pas gérer comme il faut. Donc la vision de vouloir développer une pêche que du silure, bah, je pense que c'est se tirer une balle dans le pied d'avoir cette vision-là. C'est le cas de la PPMA. C'est le cas de certaines fédérations de pêche. Pas les APPMA. Une APPMA, c'est très localisé. Une fédération de pêche, c'est sur un département, voire sur un bassin. Les unions de fédérations, c'est sur des bassins. La gestion piscicole devrait se faire par bassin. Et quand il y a des problèmes sur un bassin, bah, faut déjà poser le problème, le bon problème, pour trouver la bonne solution. C'est toute la difficulté, elle est là à l'heure actuelle, parce que en fonction du poids politique des intervenants, bah, on va voir des orientations qui vont être différentes. On a été auditionné par des ingénieurs des ponts et chaussées à ce sujet-là, sur la gestion de l'eau, la gestion de la pêche. Et nous, en tant que pêcheurs professionnels, on souhaiterait avoir une gestion par bassin plutôt qu'une gestion par département, ce qui est complètement aberrant.
puisque d'un département à un autre, la réglementation n'est pas la même. Donc c'est complètement fou, quoi. D'un côté, on a une période de pêche pour pêcher n'importe quel poisson, et de l'autre côté, il n'y a pas de période de pêche. D'un côté, on va mettre des mailles pour pêcher tel poisson, et de l'autre côté, on va pas mettre de mailles. Enfin, c'est des choses qui sont complètement aberrantes. Donc, bah, là encore, le bon sens paysan voudrait que ce soit une gestion par bassin qui soit faite, et donc de fait, diminuer aussi les frais que sont, qui sont engendrés par une gestion par département, parce que ben, si c'est une gestion par bassin, il n'y a pas besoin d'avoir deux ou trois personnes à s'occuper de la gestion piscicole ou la gestion de l'eau par département. Ce serait deux, trois personnes par bassin, avec des déclinaisons évidemment par département, mais au moins il y aurait une cohérence. Là, il n'y a pas de cohérence.